Le livre d'aujourd'hui s'intitule Seigneur des loups de Pierre Grimbert. Prologue. Londres de nos jours. L'interrupteur rappela soudain la rangée de néons à un semblant de vie. L'électricité, les vapeurs de mercure et les poudres fluorescentes combinèrent leurs efforts pour invoquer une lumière blanchâtre et poussiéreuse qui se répandit jusqu'au fond du couloir. Le bourdonnement de l'ensemble avertissait cependant le visiteur. Cette magie ne tiendrait peut-être pas très longtemps. Les ténèbres pouvaient regagner leur territoire d'un instant à l'autre par un seul souffle maudit sur un fusible à bout de résistance. Quiconque s'aventurait là devait être capable de revenir à tâtons, sans s'égarer, ni hurler de panique en songeant aux horreurs que ces murs avaient connues. Par chance, Hugo Van Helsing était de ces hommes-là. Il aurait même pu se passer de lumière, tellement il était familier de ces bâtiments. Il y séjournait depuis si longtemps qu'il aurait pu en redessiner le plan de mémoire, au mètre carré près. S'il allumait les néons, c'est autant par commodité que pour en vérifier le bon fonctionnement. Les lieux étaient immenses, vieux de plus de 3 siècles, et dans cette partie au moins, on ne s'était jamais soucié de les maintenir à un niveau de confort acceptable. Bien au contraire. L'hôpital Bedlam avait toujours une réputation d'infamie, et celle-ci était parfaitement justifiée. Alors qu'il s'enfonçait dans le couloir, sous la lumière vacillante de quelques tubes, Van Helsing se remémora une fois encore l'histoire de ce qui était devenu son quartier général. Le Bethlehem Royal Hospital, fondé en 1247, avait commencé à accueillir des malades mentaux en 1403. Il était alors devenu tristement célèbre pour les mauvais traitements perpétrés sur ces derniers. En 1675, il avait été déplacé dans de nouveaux bâtiments, à Moorfields, l'un des derniers quartiers non construits du Londres de l'époque, en ces mêmes murs que Van Helsing longeait en cet instant. Ce déménagement n'avait rien changé dans les abominations perpétrées sur ces pensionnaires. Nombre de patients étaient enchaînés au mur ou même au sol. Ils marinaient dans leurs déjections et disputaient leurs repas aux rats et aux cafards. Les soins qu'on leur dispensait pour les remettre dans le droit chemin passaient par les punitions et les privations. Par ailleurs, la pratique de la trépanation était chose courante et laissait les malheureux avec moins de raison encore qu'ils n'en avaient en pénétrant ces lieux. Au XVIIIe siècle, ces tortures étaient même devenues un spectacle pour les londoniens curieux. Pour un penny, on pouvait entrer dans les cellules des monstres et même les taquiner un peu à l'aide de grandes perches pour exciter leur agressivité. Agressivité qui était bien entendu aussitôt violemment réprimandée. Tout cela était déjà horrible en soi, mais prenait un visage plus tragique encore lorsqu'on découvrait les critères d'admission de cet enfer terrestre. En réalité, à côté des démons et des lunatiques, on cloîtrait pareillement les criminels, les débauchés, les filles mères ou les individus simplement excentriques. Combien d'innocents étaient morts ainsi, amputés d'une partie de leur cerveau, enchaînés, hurlant dans les immondices jusqu'à s'étouffer avec leur propre bave. Impossible à dire. Mais par expérience, Van Helsing savait que la réalité était souvent pire que la plus morbide des imaginations. D'ailleurs, il s'apprêtait à la constater une fois encore. D'ici quelques minutes, le temps pour lui d'achever sa descente dans les entrailles du bâtiment. Au bout du couloir, il fit face à une porte métallique, rouillée mais néanmoins fort lourde. Il l'ouvrit à l'aide d'une des nombreuses clés qu'il transportait, franchit le seuil, puis verrouilla derrière lui comme à chaque nouvelle étape. Alors seulement, il invoqua une lumière blafarde dans l'escalier, puis commença à descendre. Ces souterrains avaient été creusés bien après l'inauguration de 1675. Dans le plus grand secret, les responsables de l'époque y enfermaient tous ceux dont ils voulaient cacher l'existence. Échecs d'expérience médicale, enfants aux difformités monstrueuses, ou simplement filles abusées par le personnel. On y retenait aussi des malheureux, encore sains d'esprit lorsqu'ils étaient jetés là, et dont le seul défaut était d'avoir des ennemis aussi puissants que cruels. Encore aujourd'hui, peu de gens étaient au courant de l'existence de ces caves, même dans l'entourage de Van Helsing. Il y avait soigneusement veillé. Depuis que Bedlam était devenu sa propriété, il avait fait disparaître un très grand nombre d'archives concernant l'ancien asile. Et il avait lui-même apporté tellement d'aménagements particuliers, passages secrets, systèmes de surveillance et autres trappes cachées, qu'un cambrioleur muni d'un plan d'époque n'y aurait même pas retrouvé son chemin. La remarque était purement théorique d'ailleurs, puisqu'aucun cambrioleur n'aurait pu faire 10 pas dans le parc entourant le site avant d'être repéré et neutralisé par des gaz paralysants. Seules ces galeries avaient gardé leur aspect d'antan, ou presque. Van Helsing y tenait pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le devoir de mémoire. Trop de gens étaient morts ici de manière monstrueuse. C'était justement ce contre quoi il combattait jour après jour. La simple vision de ces tunnels maudits
suffisait à renforcer sa motivation. On ne pouvait abandonner le monde aux ténèbres. Par ailleurs, disposer d'une prison privée s'était souvent révélé fort utile dans ses activités. Parvenu au bas des marches, il longea un nouveau corridor pavé, dépassant de nombreuses portes donnant sur autant de pièces. Il avait reconverti ses anciennes cellules de différentes manières, entrepôts surtout, mais aussi centre de communication par satellite, chambre de quarantaine médicale et même bloc de chirurgie. Le dernier servait malheureusement trop souvent aux membres du club quand ils ne pouvaient se faire soigner, pour l'une ou l'autre raison, à l'institut de Great Ormond Street. Du matériel très coûteux reposait donc sous ses voûtes, mais pour qui traversait les lieux sans ouvrir une serrure, l'endroit était resté semblable à ce qu'il était 3 siècles plus tôt. Un autre escalier, puis un dernier couloir amenèrent Van Helsing à l'ultime étape. Celle-ci était symbolisée par une nouvelle porte, énorme, et à la pointe de la technologie en matière de sécurité. C'était la seule entorse que le maître du domaine avait faite au respect du décor originel. Il ne pouvait prendre le risque que ce qui se trouvait derrière le blindage d'acier ne passe un jour devant sans y avoir été invité. Une reconnaissance rétinienne, puis digitale, et enfin un code à 14 chiffres permirent de déverrouiller le sas. Van Helsing changeait ce code régulièrement, de manière aléatoire, tout en sachant que le moindre erreur dans sa composition pourrait un jour lui coûter très cher. 3 systèmes automatiques pouvaient punir quiconque tentait de forcer le passage, et 2 d'entre eux étaient volontairement mortels. Le drame n'était cependant pas survenu, et Van Helsing put tirer à lui les centaines de kilos de métal qui barraient sa route, presque sans effort, et sans le moindre grincement. Enfin, à l'inverse des néons vieillissants qui avaient créé son cheminement jusque-là, une lumière intense jaillit dès qu'il posa le pied dans la prison dont il était le seul gardien. Son regard embrassa les lieux par habitude, mais il savait ne pas devoir rencontrer de surprise, et s'en était assuré avant de descendre via les écrans de surveillance. Sur le côté gauche de la salle, 3 nouvelles portes, dont une fermée par une clé électronique. Au centre, un fauteuil, et à droite, sur toute la longueur de la paroi, une cage aux barreaux épais comme le bras. Enfin, dans cette cage, la bête. Elle semblait dormir, mais Van Helsing n'était pas dupe. Le monstre avait probablement entendu son approche avant même qu'il ne s'engageât dans le premier escalier. La créature disposait de sens très aiguisés. Il l'avait souvent constaté pendant leurs expériences. Il était même difficile de dire où s'arrêtait la puissance de son ouïe et de son odorat, et où commençait la prescience. Car le sas qui barrait la prison ne laissait filtrer ni odeur, ni son. La bête n'entendait pas son geôlier arriver, elle le devinait. Van Helsing fit un premier pas vers la cage, et un grondement sourd vint aussitôt confirmer ses suppositions. La créature était sans doute aussi éveillée que lui-même, et ce depuis des heures. La faim devait lui torturer le ventre. Elle était roulée en boule, tournée vers le mur, mais Van Helsing se représentait très bien sa gueule pleine d'écume et ses babines retroussées. Il fit un nouveau pas vers le monstre, dont la poitrine se mit à gonfler d'excitation de manière impressionnante. À chaque fois qu'il le remarquait, Hugo ne pouvait s'empêcher de songer à l'histoire des 3 petits cochons, et de ce loup capable de détruire des maisons par la seule force de son souffle. Il suffisait de contempler le torse de la bête, la manière stupéfiante dont il pouvait s'élargir, pour remettre en cause la nature imaginaire de ce conte pour enfants. Ça n'aurait d'ailleurs pas été la première fois que Van Helsing faisait revenir la littérature dans la réalité qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Combien d'avertissements laissés par nos anciens sur les croque-mitaines et autres créatures de la nuit avait-on ainsi recyclé en historiettes ou carrément oublié? Et à chaque jour qui passait, des innocents payaient le prix de cette indolence dans l'ignorance générale de l'humanité. C'était sûrement là le plus grand souci de Van Helsing. Oh, il n'avait aucun doute sur la mission dont il s'était investi. Les membres de son club et lui-même continueraient à traquer les monstres de toute origine, et ce, jusqu'à la victoire de l'un ou l'autre camp. Ainsi en était-il dans sa famille depuis plusieurs générations déjà. Mais les hommes n'avaient-ils pas le droit de savoir? La tâche ne serait-elle pas plus facile si le secret sur l'existence de ces créatures était révélé à tous? Les mortels pourraient-ils se liguer contre les abominations qui errent dans l'ombre, et ne plus être enfin de simples proies ignorantes du péril? La révélation serait facile à mettre en place. Van Helsing disposait d'assez de fortune pour se faire entendre jusqu'à l'autre bout de la planète. Par ailleurs, il avait accumulé tellement de preuves, sous tant de formes, que même une armée d'experts en propagande ne pourrait toutes les renier. En quelques dizaines d'heures, il ne resterait pas un humain à ignorer encore l'existence réelle des monstres. Hugo en avait le pouvoir. Il ne lui restait qu'à prendre la décision.
Cela pourrait même débuter tout de suite. Il suffirait de braquer une caméra sur la bête grondante avec les commentaires adéquats, puis d'envoyer le tout au site de télévision par internet pour commencer. Juste un petit film montrant la noire apparence de la créature, sa manière de marcher sur deux pattes et la violence qui bouillonnait constamment dans ses muscles. Les gens se poseraient des questions, assez pour se montrer réellement attentifs. Et là, Van Helsing livrerait tout, en bloc, réveillant l'humanité entière d'une forte gifle en plein visage. Pourtant, à la réflexion, cela ne pouvait pas débuter de cette manière. Pas avec ce sujet, en tout cas. Ça aurait été une véritable trahison envers la bête roulée au fond de la cage. Emporté par un soudain élan de compassion, Hugo fit un nouveau pas en direction des barreaux. Un nom, un appel franchit ses lèvres, même s'il savait ne pouvoir obtenir de réponse. Rémi. Il eut à peine le temps de se baisser, puis de rouler en arrière dans la foulée. Des cris firent rafler brièvement le bas de son pantalon. Le monstre s'était détendu comme un ressort pour bondir vers lui, ses énormes pattes en avant. Elle s'agitait encore vers sa gorge et la serrait l'air de frustration. Fasciné, Van Helsing ne pouvait détacher son regard de la créature déchaînée. N'importe qui aurait reconnu un loup-garou. Ils avaient été si nombreux à une époque lointaine qu'ils avaient marqué tous les imaginaires et que leur description était aussi indiscutable que celle des pyramides d'Égypte. Une silhouette élancée et puissante, de plus de 2 mètres de hauteur, des pattes arrière fines et véloces, un bassin étroit, mais un torse de lutteur, avec les membres en proportion. Et surtout, cette gueule pleine d'ivoire et de grognements enragés. Cette tête noire comme la nuit, où brillait le feu de 2 pupilles haineuses. En cet instant, chaque fibre de la créature était vouée à mutiler, déchirer et tuer tout ce qui lui serait possible d'agripper. C'est en mesurant l'ampleur de la puissance des ténèbres, pour la millième fois de son existence, que Van Helsing comprit qu'il ne pourrait jamais exposer la vérité au grand jour. C'était inutile. Devant cette bête qui claquait des mâchoires sur des barreaux d'acier, la plupart des mortels auraient perdu la raison, ou auraient succombé à un arrêt cardiaque, ou encore se seraient enfuis pour se terrer comme les proies qui ne cesseront jamais d'être. Seul un petit groupe d'âmes bien trempées pouvait lutter contre les monstres qui guettaient dans l'ombre, les chasseurs, ceux que Van Helsing avait ralliés un à un à sa cause pour constituer le club le plus secret de la planète. La chose vraiment surprenante, en définitive, était de savoir que cette bête en cage faisait partie des meilleurs d'entre eux.